Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roadbook, le podcast du club événementiel de l'association alumni IAE Savoie-Mont-Blanc qui met à l'honneur des professionnels de l'événementiel. Leur point commun ? Ils ont tous suivi le master événementiel proposé par l'IAE Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Depuis 1999, cette formation a vu passer plus de 400 étudiantes et étudiants sur ses bancs. Je suis Chloé Morard, jeune diplômée de la promo 2020. Durant ce podcast, je vous invite donc à découvrir le parcours et le quotidien de quelques alumni qui, à leur manière, participent aujourd'hui à façonner l'événementiel de demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roadbook. Dans ce 4e épisode, je vous propose de voyager avec nos invités, puisque nous allons parler de partir travailler dans l'événementiel à l'étranger. Pour cela, j'ai le plaisir d'inviter Léa Menrat et Jim Alran. Bonjour à tous les deux. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Vous allez bien ? Oui, Merci. très bien, merci. Bon, on va se régler après sur les tours de parole. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué par caméra interposée, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Ce que je te propose, Léa, je te laisse partir en première à chaque fois. Quelle galanterie, merci. Ok. Ça me va. Allez, du coup, Léa, je te laisse commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter, me dire ce que tu fais actuellement, où tu es, voilà. Alors bonjour tout le monde. Je suis une ancienne de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, diplômée de 2011. À l'époque, je suis partie vivre au Canada pendant quasiment 9 ans, suite à un stage et une expérience sur la région d'Annecy. Et aujourd'hui, j'ai 32 ans, bientôt 33, de retour à Lyon, et je suis chargée de projet dans une agence de tourisme d'affaires qui est basée à Annecy et qui s'appelle Amirante. Super, merci beaucoup. Jim, à ton tour. Alors, je suis également un ancien élève de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, dans lequel j'ai fait un master MESC, management des événements sportifs et culturels, qui s'est terminé par un stage en Suisse, dans une société qui s'appelait OC Sport et qui fait en fait de l'événementiel sportif et notamment sportif, on va dire de l'événement de masse, pour lequel j'ai travaillé pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai dérivé vers un autre groupe qui s'appelle le Freeride World Tour, pour lequel, qui est championnat du monde de ski freeride, pour lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. Et puis ensuite, je suis revenu en France. J'ai travaillé pour une station de ski pour laquelle je gérais toute la communication digitale. Et en ce moment, je suis en stand-by et en attente pour un visa de résidence permanente au Canada. Donc je patiente gentiment avec les contraintes que l'on connaît tous actuellement. Pour repartir à l'étranger, l'appel de l'étranger était plus fort. Exactement. Ok, et tu es de quelle promo ? Alors moi, la promo, ça devait être, si je dis pas de bêtises, Léa, toi, c'était 2011 ? Donc tu dois être 2012 ? 2012, voilà, c'est ça, exactement. Super, comme ça on resitue un peu. Ok, donc parfait, vous avez été un petit peu rapide. Je vous propose qu'avant de parler de vos expériences à l'étranger, on parle rapidement de vos études. Et surtout, moi, ce que j'aime bien demander aux invités en premier, c'est qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, chacun ? Alors Chloé, merci de me replonger 20 ans, 30 ans en arrière. Moi, je me souviens d'un stage que j'ai fait en 3e. C'est les premiers stages d'immersion d'entreprise. Et à l'époque, je voulais être journaliste. Donc, je me voyais bien journaliste spécialisé animaux d'Afrique, parce que j'étais attirée assez jeune par ce continent. Donc j'ai pu faire un stage à France 3 Alsace. Évidemment, c'était loin des girafes, des safaris, mais ça m'a quand même c'était quand même mon job de rêve. Et finalement c'est par la suite que je me suis dit vers mes 15-16 ans
que je voulais travailler dans le tourisme. Et donc, quand j'ai pu faire un parcours général avec un bac ES et ensuite un DUT technique de commercialisation, là j'ai enfin eu le choix de me diriger vers une voie plus spécialisée qui me plaisait davantage, l'événementiel, et je me souviens d'avoir postulé au master MESC à l'époque, il s'appelait comme ça, à la fin de l'été, et j'ai eu Dominique Créziac et Jean-Philippe Delage en entretien, et ça a été un coup de cœur réciproque pour rejoindre cette fac. Et est-ce que tu as quand même pu aller en Afrique voir les girafes après, même si c'était pas ton métier? Ah oui, j'ai pu aller les voir, les girafes. J'ai fait un mois et demi de mission humanitaire en Tanzanie, et puis je suis partie aussi en voyage au Kenya, et donc voilà, je suis loin du métier de journaliste, mais quelque part en travaillant dans le voyage, je pense qu'on se raconte aussi nos histoires comme un journaliste peut le vivre. Tout à fait. Ok. Jim, qu'est-ce que tu voulais faire toi quand tu étais plus petit? Alors moi j'ai eu différentes périodes. Comme tout enfant qui grandit, bien sûr on voit les choses évoluer et puis on envisage des choses différentes. Alors bien évidemment en tant que un jeune petit casse-cou, moi je voulais être pilote d'avion de chasse au tout début. Alors il y avait quand même une histoire avec le voyage parce que forcément c'était le moyen de transport qui évoluait le plus rapidement il y a 30 ans et qui nous donnait des visions lointaines, on va dire. Et puis derrière, j'ai voulu faire kinésithérapeute, donc quelque chose qui avait rien à voir. Et en fait, pour ça, je me suis dit bon, tu travailles pas trop mal, mais t'es quand même pas un forçat de l'étude, donc on va éviter de passer par médecine. Et puis on va essayer de passer par STAPS. Grosse erreur, forcément en STAPS, on a 6 places pour des promos de 500 étudiants. Et puis on se rend compte que en fait sur les 6 places, sur les 500 étudiants, il y en a 150 qui ont déjà fait 2 ans de médecine. Donc forcément ça nous plaît moins bien. Et puis là du coup j'ai changé un petit peu mon cap et forcément moi c'est le sport qui m'a toujours attiré. Et à la base, c'était vraiment de rentrer dans l'événementiel sportif pour pouvoir en fait, j'aimais beaucoup participer à des événements. J'adorais encore plus la montagne. Et l'objectif, c'était de créer du bonheur pour les gens qui participent à ces événements et qui via des événements se retrouvent dans une sorte d'euphorie et qui puissent profiter à 100% de leur sport. Donc voilà, l'idée elle était là. Donc j'ai terminé mes études de STAPS en faisant une licence préparateur physique et puis je suis parti sur un master LEST qui s'appelait Loisirs, environnement, sport et tourisme. Et en fait, en faisant ce master, je suis tombé sur un prof dans lequel nous on avait tout été tourné autour du développement durable. Ce qui était génial, sauf qu'on a eu un prof qui lui organisait des voyages en Tanzanie ou au Kenya, etc. Et en fait, c'était des voyages complètement organisés dans lesquels ils avaient fondé des villages complets dans ces pays-là. Et en fait, notre prof, on le voyait débarquer en Q8 ou avec des gros Land Rover, etc. et qui venait de Lyon. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout vers quoi je veux me tourner. Si je fais du développement durable, je veux faire du vrai développement durable, ou si je veux faire de l'événementiel, je veux faire du vrai événementiel. Et en fait, j'avais trouvé un stage. Donc, mon stage en Suisse, en fait, je l'avais trouvé déjà à la fin de mon master 2 dans mon master 1 en l'Est, en loisirs, environnement, sport et tourisme. Et à la suite de ça, la société OC Sport avait dit qu'ils étaient très intéressés par mon profil. Et puis du coup, j'avais pu rencontrer Dominique Créziac par un intermédiaire avec qui j'avais pu discuter et qui m'avait dit, écoute, t'as de la chance, cette année on a une place qui se libère justement en Master MESC et voilà. Et si vraiment il y a un projet sur le long terme, on est prêt à t'accueillir. Voilà, donc sur lequel avec qui j'avais très bien accroché également et avec qui je suis toujours plus ou moins en contact via les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, du coup c'est comme ça que j'ai terminé et que je suis arrivé dans ce master à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Très bien. Donc j'ai l'impression que pour tous les deux, vous avez quand même toujours eu un petit peu cet attrait pour le goût du voyage et pour
pour l'étranger. Comment vous en êtes arrivé à travailler du coup sur vos premières expériences à l'international? Alors moi, après mes 2 ans de master à l'IAE, j'ai fait un stage déjà dans le tourisme avec l'agence Amirante, qui est une agence de tourisme d'affaires basée à Annecy. Et ça a été 1 an en fait d'expérience qui ont juste piqué ma curiosité pour le tourisme. On organisait des voyages, des séminaires et des incentives à l'étranger. Donc ça me donnait vraiment le goût de partir encore plus. Il y avait déjà pas mal de terrain pendant cette année-là parce qu'on était une équipe de 3. Et en fait, j'avais envie de plus. J'avais vraiment envie de me fondre à une culture et d'apprendre d'un autre modèle professionnel d'un autre pays. Et puis en plus, à 22 ans, pas d'enfants, pas de famille. Enfin, c'est la liberté totale de vivre et travailler où on veut. Donc je me disais que c'était maintenant, en fait, c'était les prochaines années qu'il fallait que je saisisse toutes les opportunités possibles pour partir vivre à l'étranger et essayer de satisfaire cette soif de curiosité. Et à l'époque, j'étais en relation avec un ancien aussi de l'IAE et qui avait une opportunité de partir au Canada en stage et on s'est dit bon bah allons-y tous les deux, ça va être une belle expérience. Et moi j'ai fait ma demande de PVT, donc programme vacances-travail. Et donc on a pu partir ensemble au Canada et on a choisi ce pays parce que il y avait cet attrait pour la nature et ce modèle aussi anglo-saxon qui m'inspirait beaucoup. J'avais déjà fait 1 an de licence en Angleterre et je voulais retrouver cette mentalité sans jugement qui est assez caractéristique aux Québécois. Donc finalement, 1 année de PVT se sont transformés en quasiment 9 ans avec aujourd'hui la résidence permanente et bientôt, j'espère, la citoyenneté. Donc toi, tu étais partie d'un parti francophone du Canada, c'est ça? Ah, exactement. On s'est basé à Montréal à notre arrivée et finalement, les opportunités professionnelles ont fait que je suis restée vivre là-bas. Je pense que il y avait un côté rassurant d'être dans une région qui parlait français. Alors, faut quand même faire attention parce que c'est une culture, bien qu'on a la langue en commun, ça reste quand même très proche de la culture américaine, notamment dans la façon de penser, la façon d'agir, la façon de voir ses collègues de travail. Et à la fois ça me plaisait, à la fois ça pouvait être perturbant parfois parce que la langue elle était là, la langue commune. Et puis en fait de vivre comme ça loin de chez soi, j'avais l'impression d'avoir un crédit temps qui était surdimensionné. J'avais l'impression que tout allait avoir une fin parce que je savais pas combien de temps j'allais rester vivre au Québec et vivre au Canada. Donc je disais oui à tout. Donc toute sortie était bonne à prendre, chose que j'aurais peut-être pas fait en France, où finalement même le musée d'art moderne de Strasbourg, la ville d'où je viens, je pense que j'ai dû y aller une seule fois, alors que les musées de Montréal, je les connais quasiment par cœur maintenant. Je pense que cette notion cette notion d'éphémère qui fait qu'on profite beaucoup plus de l'endroit. En fait, à chaque hiver ou à chaque automne, je me disais mais c'est peut-être le dernier, donc allez, go pour le week-end en chalet, go pour la randonnée, même s'il pleut. Et puis voilà. Je pense que je vivais beaucoup plus l'endroit que si j'étais restée habiter sur place en France ou
Ok, et donc tu as parlé notamment aussi de la mentalité, de l'ambiance de travail et tout, donc ça j'ai des questions justement à ce sujet, là on y reviendra tous les deux. Ça marche. Avant ça, Jim, donc toi t'es parti, donc t'as eu ta première expérience chez OC Sport qui est en Suisse, je sais pas si c'était déjà en Suisse à l'époque. Non, alors j'étais pas du tout en Suisse parce qu'en fait ma licence TAPS je l'ai faite, enfin mon master 1 STAPS je l'ai fait à Grenoble et derrière donc j'ai enchaîné avec Chambéry. Donc j'étais en fait sur des périodes à peu près de 6 mois parce que mon master 1 il me fallait un stage de 2 mois qui pour moi représentait rien, donc j'avais cherché un stage qui faisait 4 ou 5 mois je crois si je dis pas de bêtises. Et puis après l'idée en fait c'est que même quand je bossais à l'IAE je faisais encore des missions pour OC Sport, donc en fait ils me faisaient des petits contrats de temps en temps quand ils avaient besoin. Et l'idée, c'était que je complète ma formation de manière à après pouvoir suivre avec eux. Moi, après, mon expérience de voyage, elle est un peu différente de celle de Léa, qui était partie déjà en amont à l'étranger, etc. Moi, j'avais déjà fait effectivement aussi des voyages à l'étranger, où notamment j'étais allé faire du woofing en Écosse, dans une ferme dans les Highlands, ou des choses comme ça, mais sur des périodes beaucoup plus restreintes. Où je partais un mois et demi pour apprendre l'anglais parce que mes parents voulaient que j'apprenne bien l'anglais, même si c'est pas forcément là où j'ai le mieux appris parce que les périodes étaient un peu trop courtes. Mais en fait, j'ai découvert le voyage un peu plus tard, même si je voyageais de temps en temps, mais le voyage longue durée, je l'ai vraiment découvert au sein de chez OC Sport, qui m'a au-delà du voyage, c'est presque l'aventure, parce qu'en fait, créer des événements sportifs, c'est aussi faire part d'une famille et créer quelque chose qui se monte avec une équipe qui crée un milieu qui est un peu fermé, dans lequel on se crée une bulle et on va monter un événement, et puis c'est une histoire qui se crée, et puis à la fin de cette histoire, boum, on va recommencer une autre histoire. Et moi, quand j'ai été embauché chez OC Sport, à ce moment-là, OC Sport, ils étaient deux. En tout cas, chez OC Sport Suisse, ils étaient deux, et moi, j'étais le premier employé. Et puis, il m'avait embauché en me disant, ben voilà, on va reprendre le marathon de Genève, mais on va créer aussi des événements itinérants en cyclisme qui vont traverser les Pyrénées, les Alpes, les Dolomites. Et puis on va essayer de reprendre des événements. Et en fait, au fil des années, j'ai pu partir au Gabon, sur lequel j'ai effectué des missions de 3-4 mois. Je suis parti dans les Pyrénées, où il fallait que je traverse les Pyrénées de long en large, du nord au sud, dans tous les sens, pour essayer de trouver des circuits, des courses cyclistes, etc. Et puis en fait, moi j'ai pris en fait ce goût d'histoire et de mission en fait qui sont liées un peu avec une mission professionnelle, mais aussi un peu d'aventure, parce que tout était fait d'aventure. Moi, je partais avec une voiture et en gros j'avais mon matelas dans la voiture, et puis certaines fois j'allais même pas dans un hôtel ou quoi, parce que je me retrouvais au milieu des Alpes ou au milieu des Dolomites italiennes pour aller créer un parcours ou un circuit, et que en fait un peu comme Léa, malgré tout, c'est vrai que cette envie de ressentir le moment présent, moi, aller dans un hôtel, ça m'intéressait pas trop, surtout quand on a 24-25 ans, mais l'idée, c'était plutôt d'être là et de se lever dans sa voiture au milieu des montagnes, etc. Et en fait, par ça, j'ai vraiment cette aventure événementielle, en tout cas d'événementiel outdoor. J'ai voulu la chercher encore plus, et c'est vrai que moi, en tant qu'amoureux de la montagne, derrière, j'ai décidé avec un ami qui était aussi à l'IAE Savoie-Mont-Blanc d'aller faire bénévole sur le Freeride World Tour, et il s'est trouvé que l'année où on est allé faire bénévole, il cherchait exactement mon poste pour l'équivalent du Freeride World Tour, et sur lequel j'ai sauté sur l'occasion, et je suis allé voir le directeur en lui disant voilà, moi je suis disponible et je suis prêt à vous rejoindre. Et puis là, tout s'est démultiplié, puisque l'histoire du Freeride World Tour, c'est en gros 4 à 5 étapes par an dans les meilleurs spots ski freeride au monde. Donc bien évidemment, on visite le Japon, le Canada, l'Alaska, l'Autriche, la Suisse, etc. Et là, il y a vraiment un mélange de cultures dans une espèce. Alors là, la bulle événementielle, comme on peut l'attendre, et puis cette espèce d'aventure qu'on va créer avec toute l'équipe qui crée l'événement et qui nous suit en fait d'étape en étape, elle est encore plus grosse parce qu'elle dure 4 à 5 mois, et elle est
10 fois plus intense parce que voilà, on se retrouve au milieu de l'Alaska où on a pour pouvoir faire le live webcast, on doit transporter toute une régie de télévision à 30 minutes d'hélicoptère. Il faut tout monter. Il y a 4 tonnes de matériel. Enfin voilà, c'est des choses qui sont un peu démesurées par rapport à ce qu'on peut imaginer, même si maintenant les moyens sont de plus en plus techniques, sont de plus en plus performants et la quantité de matériel diminue, mais il faut voir l'ampleur de la chose et puis de se dire qu'on ramenait 30 à 40 compétiteurs au milieu de nulle part et que la moindre faute pouvait tourner un peu en n'importe quoi. Et avec ça, il fallait jongler avec effectivement les coutumes et les cultures locales qui sont très différentes et voilà, tout simplement aller créer un marathon au Gabon. Quand on vous dit qu'on est missionné par le président et qu'on vous demande d'avoir des arches sur tout le parcours qui doivent être faites par telle entreprise. Et puis en fait, on se rend compte qu'il doit y avoir 10 arches sur le parcours, qu'elles doivent être faites en bois et que la veille du marathon, vous allez voir l'entreprise et qu'en fait, ils n'ont pas commencé à construire la moindre arche en fait. Et tout ça, il faut le prendre en compte et il faut apprendre des cultures. Au Japon, c'était complètement différent. C'est que quand il y avait des réunions, les réunions, elles pouvaient durer 4 ou 5 heures et à la fin, vous dites d'accord, on est tous d'accord. Et la seule réponse qu'on avait, c'était oh, 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 oh. Et parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui voulait dire oui ou non. Mais voilà, ils attendaient juste que ça se passe bien, mais ils savaient même pas quoi répondre, quoi. Donc voilà. Et comme il faut qu'ils soient tous autour de la table d'accord avec la chose, voilà. Donc c'est des choses à prendre en compte et ces petites aventures qu'on se crée partout dans plein de pays différents. Moi, j'ai adoré ça et c'est vraiment un feeling incroyable que d'essayer de comprendre ces cultures pour pouvoir négocier politiquement la meilleure des manières de monter notre événement pour que la réussite elle soit complète au final, quoi. Alors justement, par rapport à ça, donc toi Jim, t'étais plus dans la logistique, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ok, et du coup Léa, toi, quelles ont été les missions que tu as eues du coup au Canada et comment s'est passée effectivement cette intégration dans cette nouvelle culture? Alors quand je suis arrivée, j'ai une folle envie de rejoindre la scène festivalière bien connue de Montréal. Donc c'était mon objectif. Je voulais absolument bosser dans les festivals, que ce soit Francophonie, festival de jazz ou festival de cinéma, Cinémania, les Nuits d'Afrique. Donc j'avais postulé à tout va, ça marchait pas. Finalement, je me suis orientée vers le cinéma et j'ai travaillé pendant 8 mois avec une amie dans un studio de casting de cinéma. Donc c'était marrant parce qu'à l'époque, je connaissais pas encore les acteurs célèbres et je me souviens de Xavier Dolan qui était en train de faire son casting pour son prochain film et puis il y avait une furie autour de moi et en fait je me rendais pas très compte que c'était un génie du cinéma québécois. Et en fait je savais que je voulais retourner à un moment donné travailler dans le tourisme et le tourisme d'affaires. Et c'est lors d'un pique-nique apéro dans un parc, au parc La Fontaine, à force de faire du réseautage, que j'ai finalement rencontré le directeur de Tundra Voyage qui s'appelle Régis, Michael Brensis, et qui m'a dit qu'il cherchait une nouvelle personne responsable du département tourisme d'affaires du réceptif Tundra. Et c'est vrai que j'avais fait beaucoup de bénévolat pendant 1 an, notamment au Festival des Nuits d'Afrique, au Festival Cinémania, qui est un festival de films français. Et je me disais qu'à un moment donné, tout ce réseautage et ce bénévolat, il allait fonctionner. Et puis c'est ça. Il a fallu un verre de vin et 3 bouts de fromage dans un parc pour finalement rencontrer une nouvelle opportunité professionnelle. Et donc j'ai rejoint ce réceptif. À l'époque, on était une trentaine chez Tundra, dans un quartier assez bobo qui s'appelle le Myland. Donc c'était des beaux bureaux. On était une belle équipe de Français et de Montréalais et de Québécois. Et donc j'étais toute seule dans mon département et j'avais en charge la marque Think Incentive qui était vraiment spécialisée sur le tourisme d'affaires. Donc je travaillais en B2B avec les agences de tourisme d'affaires françaises. Donc finalement ma première expérience au sein d'Amirante, ça devenait
ça devenait, une agence comme Amirante, ça devenait mon client pour organiser des voyages locaux au Canada et aux États-Unis. Donc ça a été quasiment 7 ans d'expérience au sein de ce réceptif. Où ce qui était super, c'est que on est passé d'une équipe de une personne, donc moi toute seule, à finalement quatre personnes et 2 stagiaires sur la fin. Donc ça a été une belle évolution. Et puis surtout, j'ai pu m'éclater à découvrir tout le Canada et les États-Unis parce que c'était ça mon terrain de jeu. Donc dans l'idée, c'était vraiment de vendre des voyages en gardant autant que possible une créativité et une authenticité dans ces voyages incentives ou ces séminaires. Et puis pour ça, c'était de partir à la recherche des derniers lieux tendances ou des activités à faire qui sortaient des sentiers classiques. Et puis j'ai eu des anecdotes avec les États-Unis qui étaient riches en émotions, mais ça m'a permis quand même de découvrir aussi la culture nord-américaine. Et Chloé, tu demandais au niveau des différences de culture dans le travail. Par exemple, ne serait-ce que déjà au niveau du vocabulaire qu'on utilisait avec nos fournisseurs. Là-bas, quand tu fais une réservation pour un restaurant, pour un groupe, il faut pas que tu te trompes sur l'intitulé de ton repas, parce qu'un déjeuner c'est un petit déjeuner, un dîner c'est un déjeuner, et puis le souper c'est le dîner du soir. Donc c'est déjà arrivé d'avoir des erreurs de réservation parce que c'était le mauvais mot qui avait été choisi. Ensuite, le fait qu'on travaillait sur tout le Canada et les États-Unis, forcément, c'était 70% de mon temps, je travaillais en anglais avec des fournisseurs sur la côte ouest canadienne ou aux États-Unis qui parlaient forcément en anglais. Donc le niveau, il faut qu'il soit quand même assez élevé, en tout cas, soit un niveau professionnel pour pouvoir négocier tes prestataires. Et puis, dans l'ensemble, c'est toute la culture qui est quand même bien différente. Je me souviens les premiers jours, on a le réflexe de français de faire la bise au bureau, puis en fait quand tu es dans une équipe de 30, finalement tu te rends compte que là-bas ils le font pas, c'est des hugs. Et donc voilà, c'est des petites habitudes comme ça. J'étais surprise aussi de terminer à 17h le soir, parce qu'en fait il y a une vie après le travail qui est très forte. Il faut savoir qu'il y a que 2 semaines de congé quand on démarre un emploi là-bas. Donc c'est vrai que c'est important de garder du temps fin de journée. Et je pense que ça, c'est une culture qui est loin de notre culture française. Donc c'est apprendre en fait à lâcher prise aussi là-dessus. Bon, je pense que je pourrais développer ça plus, mais... J'ai juste une question, Léa. Du coup, t'étais responsable en fait de la création de séminaires. En gros, tu présentais des séminaires à des entreprises qui étaient basées en Europe pour vendre des projets. Donc, en gros, tu avais la double étiquette de chef de projet, en gros, plus commercial, de manière à vendre aussi ces projets aux entreprises qui étaient basées en Europe. Exact. En fait, j'étais directrice de la marque Think Incentive. Donc, j'avais à la fois le rôle de commercial et à la fois la gestion de projet. Après, quand l'équipe s'est agrandie, j'ai pu déléguer certaines tâches. Mais au début, c'était un rôle multitâche et donc je travaillais pas directement avec les entreprises. Mes clients, c'était vraiment les agences de tourisme d'affaires qui étaient basées en France. Donc j'allais minimum 2 fois par an voir mes clients en France, que ce soit à Paris ou Lyon ou Strasbourg, enfin les grandes villes, pour présenter les nouveautés, expliquer en quoi la destination au Canada était intéressante. Faut savoir qu'en fait on avait en tant que réceptif, on a une triple concurrence finalement. Moi je dis toujours qu'on travaille en entonnoir, c'est-à-dire que l'agence de tourisme d'affaires qui a comme client Nestlé ou L'Oréal, elle va proposer plusieurs destinations de voyage. Et peut-être que le Canada sera dans ces destinations-là. Et si on est interrogé au Canada, on n'est pas forcément non plus le seul réceptif interrogé. Donc on était non seulement en concurrence avec d'autres réceptifs qui étaient sur Montréal ou même sur tout le Canada, mais en plus on avait en face de nous d'autres destinations. Donc il fallait être aussi sexy que la Laponie ou la Thaïlande ou l'Afrique du Sud.
en ayant un programme à la fois créatif, à la fois authentique, qui respecte un budget. Alors on avait le taux du dollar canadien qui joue en notre faveur, mais voilà, c'était toutes les contraintes, sans parler de l'aérien, avec le vol direct, donc Paris-Montréal. Donc en fait, on vendait la destination à nos clients, quoi. Ok. Ok, et justement avec toutes ces différences de culture, etc., que ce soit autant dans l'ambiance que dans les méthodes de travail, qu'est-ce que vous en avez retenu maintenant, vous qui êtes rentrés tous les deux? Qu'est-ce que vous avez rapporté et que vous intégrez dans vos expériences pro aujourd'hui? Jim, je sais pas si tu veux y aller du coup, peut-être. Peu importe, peu importe. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai été donc finalement la Suisse. Il y a pas d'énorme différence par rapport à ce qu'on vit en France. Même si malgré tout, il y a des différences culturelles qui sont très importantes. Alors déjà, ne serait-ce que au niveau du langage, c'est vrai qu'il y a des expressions qui changent et sur lesquelles il faut s'habituer. Il faut savoir que les Suisses et notamment certains cantons ont encore une comment dire, sans vouloir aller trop loin, mais gardent une forme très profonde de leur territoire. Et en fait, si on n'emploie pas les bons termes, on se fait très vite cataloguer. Et pour eux, on est tout de suite un peu catalogué comme des étrangers, même si c'est pas méchamment. Mais en fait, c'est que les gens vont comprendre qu'on n'est pas de Suisse. Et voilà, donc c'est tout ça. Il faut savoir jongler avec. Il faut savoir s'imposer sans déranger. C'est compliqué aussi quand on a un rôle de manager logistique et qu'on débarque dans une station comme Verbier. Où le directeur des pistes, lui, il a envie qu'on fasse les choses d'une certaine manière et qu'en fait, toi, tu sais très bien que si ton événement, tu veux qu'il marche, ça ne marchera absolument pas comme ça. Il faut trouver les bons mots. Il faut savoir aussi que ces gens qui sont dans des stations à Verbier en montagne ont vraiment des âmes fortes sur lesquelles des fois il est un peu dur de passer et voilà, donc il faut contourner un peu le système, il faut travailler, il faut savoir un petit peu comment faire et je pense que la meilleure arme c'est d'abord l'écoute, c'est-à-dire de voir un petit peu comment ça se passe dans le pays pour vraiment comprendre la sphère dans la sphère professionnelle dans laquelle on évolue, parce que bien évidemment en fonction des domaines professionnels, on va se retrouver. Et je pense là notamment, je pense que Léa va pouvoir me joindre là-dessus, mais quand on parle de quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie et quand on parle de quelqu'un qui travaille dans une activité outdoor, il n'y a pas du tout le même langage, il n'y a pas du tout la même façon d'être, il n'y a pas la même façon de vivre. Et ça, faut savoir être flexible et s'adapter en fonction des profils qu'on a en face. Et notamment, je parlais tout à l'heure du Japon. Le Japon, pour moi, le Japon et le Gabon, on va dire que ça a été mes deux gros chocs culturels. Alors, bien évidemment, l'Asie qui est très compliqué à manager au niveau des affaires parce qu'ils sont très durs avec eux. Puis il y a aussi un apprentissage, on va dire, du droit d'aînesse, c'est-à-dire plus vous êtes âgé dans la société japonaise, plus l'écoute et le respect doit être fait en fait. C'est-à-dire que typiquement le directeur de la station de Hakuba où j'étais était un jeune, une personne qui devait avoir un jeune, je dis qui devait avoir 45-50 ans à peu près, mais au-dessus de lui, il avait des gens qui étaient dans la politique et qui avaient 70-80 ans, et si ces gens-là disaient quelque chose, lui ne pouvait plus rien dire, ne pouvait plus rien faire, et pourtant il est directeur. Donc il faut savoir aussi apprendre parfaitement, ou en tout cas comprendre et apprendre les cultures de manière à pouvoir se mettre à leur niveau et comprendre leurs difficultés à eux. Parce que si, par exemple, le directeur d'Akuba, qui était ravi de pouvoir nous accueillir, et se rend compte en fait pendant la réunion où ses supérieurs ou en tout cas ses aînés avaient dit oui pour faire ça, et en fait il se rend compte que c'était un oui, mais c'était pas vraiment un oui, et du coup il va falloir qu'on compose avec. Et ça, c'est pour moi, c'est la plus grosse importance, c'est vraiment de comprendre un petit peu le système dans lequel évolue et la culture, la culture de ces différents pays. Et le Gabon, c'était totalement autre chose. C'était une sorte de, par rapport à la France, hein, alors le Japon était ultra organisé.
Le Gabon, c'était une sorte de fouillis permanent dans lequel il fallait aller chercher les bons interlocuteurs, etc. Mais c'était quelque chose de rigolo dans lequel je me suis beaucoup plu parce que malgré tout, des fois, d'avoir un travail qui est tout le temps ultra stéréotypé, c'est très bien parce qu'on va pouvoir anticiper plein de choses, mais en même temps, certaines fois, l'imprévu, il fait encore plus mal quand les choses sont pas forcément ultra bien ficelées, parce qu'on se dit qu'il faut toujours qu'on prévoit les imprévus quand c'est pas très bien ficelé. Donc au Gabon, j'avais un plan qui avait 12 plans à côté en me disant voilà, si ça marche pas, j'ai ça. Au Japon, il y avait une méthode qui était faite avec le gouvernement local et elle bougeait pas, et de toute façon, il fallait pas qu'elle bouge. Quand on est allé skier en dehors des pistes, on est passé sur un arbuste, et puis la personne du gouvernement s'est mise à crier en me disant mais vous pouvez pas passer sur ces arbustes ils sont sacrés pour la culture japonaise. En fait, on lui dit mais en fait tes arbustes, il y en a partout dans cette face, et nous on va pas pouvoir contrôler tous les riders qui vont faire la compétition. Donc voilà, eux sont carrés, il faut pas déloger quoi. Donc voilà, mais c'était super intéressant en tout cas de pouvoir faire le lien avec toutes ces différentes cultures et apprendre beaucoup d'eux, parce que finalement on apprend énormément au contact des autres cultures quoi, et on arrive à comprendre ce qui est bien chez eux et ce qui est moins bien chez nous, ou l'inverse, et du coup ça nous permet d'être beaucoup plus maniable après au fur et à mesure. Donc en gros, beaucoup d'écoute, d'empathie et de diplomatie. Et Léa, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu rejoins? Ouais, je retrouve beaucoup d'éléments dans le discours de Jim que j'ai pu aussi réaliser durant mon expérience au Canada. J'ai eu aussi un passage de 6 mois en fait avant de revenir m'installer en France, au Népal, où j'ai travaillé dans un lodge qui est au bord de la frontière indienne, à 4 heures de Katmandou. Donc c'était 6 mois complètement isolés dans un petit lodge avec 12 tentes safari au milieu des éléphants et des tigres, parce que c'est la jungle là-bas, où j'étais en charge du service relations clients en fait, et je coordonnais les activités et la restauration de ce lodge. Et en fait, je repense à ce que tu as dit, Jim, parce que ce qui m'a vraiment frappé au Népal, c'est qu'après cette expérience où finalement t'es 6 mois à perdre des habitudes régulières d'un travail au quotidien, la connexion Wi-Fi était pas très bonne, on pouvait faire les réservations et les bookings que par téléphone. Il y avait parfois des stress de Jeep quand on partait en safari, avec des Jeeps qui tombaient en panne. Et puis avec 10 clients dans la pampa, il fallait pouvoir les rapatrier parce que on est quand même au milieu des animaux. Et en fait, c'est vrai que de voir la façon dont on travaillait les équipes sur place, qui était du coup une équipe de 70 employés hommes en plus. Il y avait que 2 femmes, dont moi, qui travaillions sur place. Ça va permettre de prendre vraiment du recul sur notre propre gestion du stress aussi, de voir qu'est-ce que la notion d'urgence. Alors aujourd'hui, quand je vois un email avec un objet urgent et que derrière je lis le détail et qu'en fait c'est avoir un prix dans les 24 heures, moi ça me fait rire, parce que je pense que la notion d'urgence elle peut être complètement dépassée selon la situation réelle. Et c'est vrai que de voir, alors la culture nord-américaine, elle est quand même très développée, donc c'est pas comparable à l'expérience au Népal, mais en tout cas c'est cette adaptabilité et cette ouverture d'esprit que j'ai vraiment apprécié découvrir avec ces expériences à l'étranger. Finalement, ça a permis de développer une certaine sérénité au travail, de prendre du recul avec les choses qui sont importantes ou graves. J'ai eu un groupe incentive de 55 personnes en assurance qui devait faire un départ en montgolfière en Californie, donc près de Palm Springs. Je me souviens, j'étais avec ma cliente qui est devenue une amie, et on arrivait 1 heure avant au spot de départ des montgolfières, et puis le prestataire était pas en place.
Il était même pas encore arrivé en fait. Et quand je l'appelais, il disait No worries, we're gonna be here soon, very soon. Et puis en fait, je me disais ça va pas le faire du tout en fait. Nos clients, nos 55 clients vont arriver, vont débarquer. Il y aura pas du tout de montgolfière prête. Je vois pas comment ça va être faisable cette opération. Ça va être un échec. Ils vont être déçus. Et finalement, on a su improviser une pause photo qui a pris une demi-heure et qui a permis à nos montgolfières d'être prêtes à temps et d'être gonflées au moment où les clients arrivaient. Voilà, c'est l'événementiel pour moi, c'est juste un métier d'hommes et femmes qui créent des moments. Et donc forcément, il y a aussi de l'erreur humaine et il y a aussi toutes les émotions qui vont avec. Mais je pense que c'est ça qui nous plaît dans le métier. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me touche le plus. À la fois la rencontre avec les différents prestataires et à la fois les personnes avec qui tu travailles et les personnes avec qui tu fais vivre cet événement. Donc voilà, donc l'expérience que l'étranger a pu m'apporter, c'est cette sérénité, cette ouverture d'esprit, et puis je pense ça a renforcé une curiosité active. Ok, super. Je vous propose, vu que le temps passe, de passer à la dernière partie de ce podcast, qui est la question qu'on pose à tous nos invités. Donc, qui est une question assez vaste, mais je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir. On aime bien demander, en fait, comment vous imaginez, vous, avec votre expérience, avec la situation actuelle qui est pas forcément propice au déplacement, au voyage, etc. Comment vous imaginez l'événementiel de demain, ou peut-être le tourisme de demain aussi, on peut élargir un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Jim, à toi l'honneur. J'ai pris la parole. Cette fois-ci, on change. Eh ben, merci Léa pour ce joli cadeau. Du coup, alors bien évidemment, la conjoncture actuelle, elle fait que l'événementiel, il est en pleine reformation. On voit aujourd'hui que l'événementiel est Léa en parlera certainement mieux, mais moi, pour la petite histoire, j'ai un frère qui a une société de séminaires d'entreprise également, enfin d'événementiel d'entreprise basée à Toulouse qui s'appelle Pure Events et qui en fait est en train aujourd'hui de se recréer, tout simplement parce qu'ils étaient 16 employés et qu'aujourd'hui ils sont plus que 3. Et que par exemple ils avaient gagné un appel d'offres chez Airbus monstrueux qui leur permettait d'envisager 3 ans complètement sereinement avec 152 événements par an juste par Airbus, donc c'était monstrueux. Et aujourd'hui ils se voient en culotte courte à devoir repenser l'événementiel d'aujourd'hui pour un événementiel de demain qui soit complètement différent. Et aujourd'hui l'événementiel, moi je le perçois plus comme quelque chose de beaucoup plus humain, c'est-à-dire qu'on a beaucoup imaginé beaucoup d'événements de masse, d'événements qui soient à l'autre bout de la planète, d'événements qui nous apportent des choses qui font complètement rêver, etc. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de recentrer l'événement sur des événements qui sont beaucoup plus petits, à taille humaine, avec beaucoup plus d'humains. Est-ce que c'est la visite d'une boulangerie artisanale dans le Haut-Garonnais, voilà, qui est pas très loin, mais qui fait tout son pain au feu de bois, et pourquoi est-ce qu'il fait ça, et voilà, etc. Avec des incentives qui, pour moi, vont se retrouver autour de 2-3 jours, moins du gros voyage, peut-être, en tout cas pour l'instant. En tout cas, je parle là du moyen terme, mais je pense qu'il y a un moyen terme qui va se développer et qui va apprendre aux gens à revisiter leur région d'une manière différente, ou en tout cas des milieux qu'ils pensent connaître et qui connaissent peut-être pas. Tout simplement, moi ayant pas mal bouger et voyager au final. Dernièrement, je suis revenu chez mes parents, sur les terres où j'ai grandi, et en fait, je m'aperçois que il y a plein de choses que j'avais pas vues, ou en tout cas que j'avais peut-être vues quand j'étais tout gamin, et je me dis mais en fait il y a plein de choses extraordinaires à 2-3 heures de route de chez moi, ou même dans les alentours, et je pense que tout ça ça va être réadapté au niveau événementiel. Voilà. Après, bien évidemment, et il y a une chose qui me fait un peu peur, c'est que ces histoires de confinement, etc., vont nous ramener vers un événementiel qui va être digitalisé. Et cette digitalisation de l'événementiel, elle me fait un peu peur, parce que j'espère qu'elle durera pas trop longtemps, en tout cas moi, à mon point de vue, mais je pense qu'on va être obligé de passer par là, avec moins de contacts physiques, avec des festivals, Léa en parlait tout à l'heure,
on aime tous ce monde du festival et on aime tous voir ces longues soirées d'été se prolonger autour de concerts, autour de fêtes de villages ou de choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, on va devoir mettre un petit peu des barbelés autour de tout ça. Et malgré tout, pour que les associations, les festivals ou les entreprises qui vivent de ça, elles puissent en vivre, il va y avoir au bout d'un moment une digitalisation qui va leur permettre de créer du business malgré tout. Et je le comprends parce qu'aujourd'hui, ces sociétés ou ces associations, elles ont besoin de vivre et on espère qu'elles ne vont pas mourir et justement qu'elles vont pouvoir tenir grâce à certains de ces moyens-là. Mais j'espère que sur le moyen terme, c'est sûr que ça va arriver, mais j'espère que sur le long terme, ça va arriver, mais ça repartira à la normale. Parce que malgré tout, je pense que le contact humain autour d'un concert ou voilà, de pouvoir se retrouver une centaine de personnes autour d'un bar, même si des fois ça nous fait un peu peur, ça fait toujours plaisir quand on est dans un contexte de festival ou autre. Tout à fait. Donc, voilà un peu ma vision. Léa, est-ce que tu partages cette idée? Complètement. Je pense que tu m'as ôté les mots de la bouche. Je le vois, nous, avec l'agence Amirante, donc qui est dirigée par Clément Guillot et puis Étienne Donadio, qui fait aussi partie un réseau des anciens et qui est très actif pour garder les liens avec les anciens à travers le podcast et l'association. On a vraiment à cœur au sein de l'agence de favoriser cette richesse locale qu'on peut avoir en France, qui est évidemment poussée par la pandémie, le fait que les frontières soient fermées, mais la situation écologique, pour moi, elle est d'autant plus importante finalement que cette pandémie, parce que c'est peut-être aussi l'occasion de se reposer des questions sur notre métier, même si c'est toujours des très belles expériences d'envoyer 40 collaborateurs en Afrique du Sud pour 3 jours. Est-ce que finalement derrière, c'est pas le message ou le souvenir en tout cas qu'on crée chez nos invités qui est plus important, et donc est-ce que ce souvenir et ces moments forts on est capable de les recréer dans les gorges du Verdon, en haut d'une montagne ou sur un bateau, parce que finalement c'est l'expérience, le fait de se retrouver ensemble à vivre quelque chose de fort et soulever des émotions qui va être marquant. Puis malgré tout, c'est en partant à l'étranger aussi, je trouve qu'on se rend compte de la richesse de nos paysages, de notre culture, parce qu'on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais peut-être en ouvrant nos yeux, on le voit aussi différemment. Donc moi je pense qu'il faut qu'on garde l'optimisme en termes d'opportunités événementielles. Je m'adresse surtout à des futurs diplômés. Je pense que ça peut être assez angoissant de se retrouver demain sur le marché du travail avec la pandémie. Il y a beaucoup d'amis autour de moi qui ont des agences qui ferment, notamment à Paris. Beaucoup de personnes sont actuellement au chômage partiel. Amirante a aussi perdu du chiffre d'affaires, mais en se réinventant, alors soit par les événements digitaux, soit par de la micro-aventure, comme certaines agences le proposent déjà. C'est un premier onglet, mais je pense qu'il faut aussi penser au-delà, c'est-à-dire que l'événementiel s'applique pas nécessairement uniquement à une agence ou à un office de tourisme ou à une institution. J'ai mes très bonnes amies qui travaillent alors au CERN ou alors en gestion d'espaces culturels. Et ça aussi, ça fait partie de l'expérience événementielle. On peut avoir un poste dans l'administration qui organise des événements, évidemment dans une vie où il n'y a pas la pandémie, mais la gestion d'un espace de coworking, par exemple, ça peut être aussi gérer des événements. Je pense aussi à des ONG. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a plein d'ONG qui recherchent des chargés de projet, des coordonnateurs logistiques. Et en fait, je pense que ce qui nous drive quand on est dans l'événementiel, c'est aussi cette passion du terrain. Et là, on peut la retrouver au sein d'ONG. Donc, il faut garder ça en tête que quand on rentre sur le marché du travail, qu'il y a plein de secteurs dans lesquels s'applique le métier de l'événementiel. Créer son entreprise aussi, Jim, moi je t'encourage dans ton futur projet, mais en tout cas, je crois que aujourd'hui il y a de la place pour ça.
il y a peut-être pas forcément d'emploi, il y a pas de CDD, pas de CDI, mais si vous avez une situation confortable, des amis, une famille qui vous entoure, je crois que la création d'entreprise, elle est à portée de tous. Elle a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, c'est possible de créer un concept. Je pense que il faut aller chercher une certaine créativité et puis un leadership. Mais en général, les étudiants de l'IAE, ils débordent d'énergie pour ça. Voilà, donc je pense qu'il y a une porte ouverte à la nouveauté. Et puis... Et j'irais même en te suivant là-dessus, je dirais que les portes sont déjà entrouvertes et notamment même par les gros de ce monde. J'entendais l'autre jour une interview du general manager Accor qui disait que eux, ils sont en train de retransformer déjà tous leurs hôtels et qu'en fait, il y a toute une partie de leurs hôtels qui allait se retrouver en espace de coworking. Alors pour que les groupes Accor commencent à tourner leurs hôtels en salle de coworking ou en salle de micro-événements qui s'appellent type réunion. Voilà, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se créer, qui vont être faites différemment et malgré tout, ça ne durera pas vitam aeternam et les étudiants d'aujourd'hui auront des opportunités pour demain et voire de plus belles opportunités que nous parce que le monde de l'événementiel, même si il a mis un genou à terre, au bout d'un moment, il va forcément se relever et au moment où il va se relever, il y aura des millions d'opportunités qui seront là parce que tout le monde va avoir envie de rebouger, de refaire des choses avec bien entendu en arrière tête, enfin en arrière de la tête tout ce qui s'est passé ces dernières années et sera un événementiel différent qui sera adapté, qui sera peut-être plus local, qui sera plus humain, mais il y aura des choses à faire et des choses à créer, c'est sûr. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on conclue sur cette note positive. Merci en tous les cas à tous les deux de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour discuter de cette thématique et puis aussi d'avoir fait voyager à travers vos anecdotes les personnes qui écouteront cet épisode, que ce soit des actuels ou anciens étudiants du master. Bon courage Jim dans la concrétisation de ton projet. Merci. Et en tout cas, merci à tous les deux d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi Chloé. Merci Chloé. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Toute l'équipe du club événementiel de l'association Alumni IAE Savoie-Mont-Blanc vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour rappel, l'objectif du club événementiel est de rassembler et d'animer la communauté des professionnels de l'événementiel issus de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Si vous êtes un ou une ancienne étudiante et que vous êtes intéressé pour venir échanger sur votre parcours dans ce podcast ou que vous ne faites pas encore partie du réseau, vous pouvez écrire à réseau.master.événementiel@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un like pour nous encourager et surtout de partager cet épisode à vos camarades de promo, mais pas que.